يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر القادم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Il est du devoir des responsables libanais de faire le nécessaire pour que cette région reste inébranlable. Une déclaration signée Amin Jmaïel lors de sa tournée au Liban Sud. La visite du leader du parti Kataeb est une première depuis 1983. Walid Jumblat reçoit à Mortara une délégation des familles des militaires enlevés en présence de Wael Boufaour. 25 soldats et agents des FSI sont aux mains du Front al-Nosra et du groupe État islamique depuis le mois d'août. Opération séduction réussie pour Tamam Salam à Paris. Le Premier ministre libanais dresse un bilan positif des 3 dossiers abordés, l'aide militaire franco-saoudienne, l'afflux de réfugiés syriens et la vacance présidentielle. Et à suivre également dans ce journal des millions de pèlerins chiites à Kerbala en Irak pour marquer l'une des plus importantes commémorations de leur calendrier religieux. Un important dispositif de sécurité a été mis en place en raison de la menace djihadiste. Amin Jmaïel en tournée au Liban Sud ce samedi. La visite du leader du parti Kataeb est une première depuis 1983 alors qu'il était encore président. Lors de son premier arrêt à Klaïra, il a déclaré à la presse qu'il est du devoir des responsables libanais de faire le nécessaire pour que cette région reste inébranlable. L'ancien président a ensuite été reçu par le ministre des Finances dans son domicile de Khiam. Ali Hassan Khalil a tenu à réaffirmer la volonté d'ouverture de son parti, car se diviser sur les grandes causes nationales est une erreur selon lui. Il a appelé à la communication et au dialogue. Une délégation des familles des militaires enlevés a été reçue ce samedi par Walid Jumblat à Mortara, en présence du ministre de la Santé, Wael Boufaour. 25 militaires sont aux mains du Front al-Nosra et du groupe État islamique depuis le mois d'août. L'exécution de l'agent des FSI Ali Bazal il y a une dizaine de jours a porté à 4 le nombre d'otages tués. 2 d'entre eux ont été décapités. Opération séduction réussie pour Tamam Salam. Le Premier ministre libanais a effectué des rencontres et entretiens au plus haut niveau hier, au dernier jour de sa visite en France. Sa journée a commencé par un tête-à-tête d'1 heure à l'Élysée avec le chef de l'État François Hollande, suivi dans l'après-midi par une visite à l'hôtel Matignon où il a été accueilli par son homologue français Manuel Valls. En milieu de journée, le chef du gouvernement libanais a donné au Georges V une conférence de presse au cours de laquelle il a dressé un bilan de sa visite, notamment autour des 3 dossiers clés, à savoir l'urgence de concrétiser l'accord franco-saoudien d'aide militaire au Liban, le problème que pose la présence au Liban d'1,5 million de réfugiés syriens et le blocage de l'élection d'un nouveau président de la République. L'armée libanaise a arrêté 8 personnes lors de raids dans la région frontalière de Wadi Khaled, dans le Hakkar. Des munitions ont été trouvées à leur domicile. Une enquête a été ouverte. À présent, coup de projecteur sur l'exposition Exil syrien du photographe français Édouard Elias à l'Institut français de Beyrouth. Un nom qui vous est sûrement familier. Enlevé au nord d'Alep en juin 2013, il est détenu pendant 10 mois avec 3 autres journalistes français. Ils seront libérés en avril 2014. Après sa libération, Édouard Elias est revenu dans la région, notamment pour travailler sur ce projet, une exposition mandatée par l'ONG humanitaire Première Urgence, Aide médicale internationale, présente au Liban depuis 1996. À travers une trentaine de clichés, le photographe de 23 ans nous plonge dans le quotidien des réfugiés syriens au Liban, témoignant de conditions de vie souvent très difficiles dans lesquelles ils vivent. Rencontre avec Édouard Elias lors du vernissage. Plus que raconter, je constate. C'est vraiment un constat. Vu le peu de temps qu'on a passé sur place, je ne peux pas raconter une histoire, mais juste constater par quelques images. Qu'est-ce qui m'est intéressé ? C'est une continuité de mon travail précédent sur la crise syrienne, qui avait déjà été réalisée en Turquie ou même en Syrie. Et là, ça permet de rester dans cette continuité. Travailler avec les mêmes personnes, le même type de personnes de mêmes origines et qui étaient confrontées ou à peu près avec les mêmes origines de problèmes. Voilà.
Est-ce qu'il y a une situation ou un instant, un cliché qui vous a particulièrement marqué pendant ce projet? Alors souvent, c'est des moments dont on n'a pas réussi à capturer l'instant parce qu'on a été soit étonné, soit... c'est les conditions générales dans lesquelles étaient accueillis les Syriens. C'était pas un moment qui m'a marqué plus que d'autres, mais c'est en sortant, c'est la boule au cœur que j'ai pu éprouver en restant toujours sur cette impression que les choses n'avancent pas. On ne sait pas du tout où va aller ce conflit, que ça d'un sens ou dans l'autre. On ne sait pas, voilà, c'est toujours l'impression qu'on ne sait pas combien de temps encore ces gens-là vont rester. C'est ça le problème. Finalement, des conditions difficiles sont rythmées par le temps. Des conditions difficiles sur une courte période ne sont pas les mêmes que des conditions peut-être un peu moins difficiles sur une très très longue période. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va tenir. On ne sait pas du tout combien de temps ces gens-là qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas de travail, qui sont dans des conditions déplorables, vont devoir survivre. Qu'est-ce qui fait un bon cliché? Qu'est-ce qui vous intéresse dans une photo? Alors un bon cliché, je ne serais pas vraiment capable de répondre parce que je ne pense pas encore faire de bons clichés. De grands photographes, eux, arriveront quand même à mieux l'exprimer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, ça dépend. Ça peut être l'instant, ça peut être l'information. Pourquoi est-ce qu'on y est? Mais c'est surtout la composition, le cadrage. Je suis un passionné de photographie. Avant même d'arriver au journalisme, à la presse, je me considère vraiment comme un photographe. Je ne me considère pas comme un journaliste. Encore peut-être comme un photojournaliste, mais l'image est au cœur de ma préoccupation. Même des fois, c'est vraiment un titre personnel, je vais choisir de ne pas faire une image qui peut être très informative, mais où la lumière ne me plaira pas, où la composition ne me plaira pas. Je vais me concentrer sur un agencement, cette photo-là que j'aurais bien voulu voir dans un livre. Et c'est ce que j'essaye de reproduire, même si j'ai encore beaucoup de mal. Alors, vous êtes retourné sur le terrain, vous avez repris le travail très rapidement après votre libération. La Centrafrique, la Jordanie, le Liban maintenant. Est-ce que pour vous c'était est-ce que c'était une thérapie, une façon de tourner la page? Alors c'est pas vraiment une façon de tourner la page, c'est juste une continuité. J'ai eu un accident du travail, en effet, voilà, lors de mon travail, j'ai eu quelques mois d'empêchement, voilà, qui ont été plus ou moins difficiles, mais je ne suis pas une victime. C'est-à-dire que déjà mon État m'a sorti de là, je n'ai pas été libéré par mes ravisseurs, mais j'ai été libéré par mon État qui est quand même venu par différents moyens, je ne connais pas les différents moyens, mais voilà, qui est venu me sortir de là. J'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance, mais mon travail, voilà, c'est d'être photographe, il fallait que je continue. Continuer sur les choses qui m'intéressaient, donc on va à la crise syrienne, mais aussi du reportage de conflits avec l'armée française en Centrafrique ou au Congo aussi pour d'autres raisons. Est-ce que vous retourneriez en Syrie aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire attention, étant donné que j'ai une coupure. C'est-à-dire que lorsqu'on part sur une zone de guerre, il faut être au fait chaque jour de ce qui s'y passe. Essayer d'avoir le plus d'informations, passer du temps à essayer de comprendre. Maintenant, je n'ai pas ces informations, je ne sais pas comment comment ça a évolué. C'est-à-dire que des gens me prennent pour un expert de la situation syrienne, alors que pendant 11 mois, je n'ai vu qu'une porte en fer. Ce qui fait que je suis incapable de savoir si maintenant, je serai capable d'aller aux endroits où je veux et si je peux faire confiance aux mêmes personnes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la connaissance nécessaire pour pouvoir réaliser mon travail de la meilleure des façons. C'est pour ça que j'essaie de me concentrer sur d'autres choses. Et la crise syrienne, ce n'est pas que le combat à l'intérieur, mais aussi la crise syrienne à l'extérieur de la Syrie, au Liban, en Turquie et maintenant aussi en Irak. Est-ce que votre expérience a changé la façon dont vous voyez, vous percevez les choses, dont vous travaillez aussi? J'ai pas l'impression d'avoir vraiment changé ma façon de travailler, toujours la même. J'ai appris quelque chose un peu comme la patience par exemple, où je peux aussi comprendre certaines situations dans lesquelles ont été confrontées certaines personnes, c'est-à-dire que voilà, des situations assez compliquées, c'est difficile, je peux un peu les comprendre car je les ai vécues, mais il faut toujours noter que ce que j'ai vécu c'était à un endroit donné, à un moment donné, avec des gens donnés. Ce qui fait que c'est une situation complètement différente de ce qui va arriver peut-être demain ou après-demain pour d'autres personnes. Ce qui fait que non, j'ai toujours essayé d'apprendre, continuer sur la même lancée, une lancée où j'essaie de parler des photographes, j'essaie de comprendre la situation et j'essaie de me construire, oui, de par ce métier. Voilà. Et donc quel est votre prochain projet après cette exposition? Après cette exposition, donc, je rentre en France. Moi je suis en train de travailler un peu sur différents projets. J'ai travaillé en Centrafrique et j'essaie de continuer un peu sur cette lancée, voilà, travailler toujours un peu dans le reportage en profondeur humain. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment finalement la situation, c'est l'humain. Comment est-ce qu'un homme arrive à se sortir de certaines difficultés, me faire accepter par cette personne et là pouvoir commencer à photographier. Dans un instant, direction Lima où les négociations sur le climat se prolongent faute d'accord. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Depuis plusieurs jours,
Des millions de pèlerins affluent dans la ville irakienne de Kerbala. Ils viennent assister à l'Arba'in, un des plus grands rassemblements religieux au monde, qui marque la fin des 40 jours de deuil après l'anniversaire de la mort de l'imam Hossein, petit-fils du prophète Mahomet. Ce rassemblement a pris cette année un relief spécial puisqu'une partie de l'Irak est passée sous le contrôle des djihadistes du groupe État islamique. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour contenir les violences. Cela n'a pas empêché une attaque à l'obus de mortier vendredi. Il y a au moins un mort. Cette fête religieuse chiite s'achève ce samedi. Une explosion a eu lieu hier soir près du centre culturel français dans l'ouest de la ville de Gaza. Aucune victime n'est à déplorer. Le complexe avait déjà été endommagé par une explosion et un incendie le 7 octobre dernier. L'enquête ouverte depuis n'a pas permis d'en identifier les responsables. C'est un symbole fort car il s'agit de la dernière représentation consulaire qui délivre des visas à l'intérieur de l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. Une quarantaine de Français ou Franco-Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Les négociations internationales qui devaient s'achever hier se poursuivent et s'intensifient lors de la 12e conférence de l'ONU à Lima, au Pérou. L'enjeu est bien de définir les contours des engagements attendus à Paris fin 2015 et de savoir comment et qui va les financer. Le temps presse, le réchauffement planétaire provoque déjà des catastrophes meurtrières. La bataille se poursuit pour arrêter des règles communes sur les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On écoute Laurent Fabius. On a voulu, en plus des décisions gouvernementales qui sont essentielles, montrer que la lutte contre le dérèglement climatique, c'était quelque chose de beaucoup plus large que les décisions des gouvernements, que cela impliquait les communes, les régions, les entreprises, les organisations, la société civile. Et je pense que ce qui a été dit très concrètement ce matin par les uns et les autres montre que c'est une action qui a commencé et qui doit se développer. Nouveau glissement de terrain meurtrier en Indonésie. Tout un village a été détruit dans l'île de Java, faisant au moins 12 morts et plus de 100 disparus. Des centaines de personnes ont été évacuées des lieux du drame autour du village de Gemblung, à environ 450 km de la capitale Jakarta. D'importants moyens de secours ont été mis en place pour évacuer les victimes vers les hôpitaux de la région. Mais le mauvais temps complique la tâche. Les glissements de terrain sont malheureusement courants en Indonésie. Plus de la moitié des 250 millions d'Indonésiens vivent sous cette menace durant la saison de la mousson qui va en général d'octobre à avril. Elvis Presley est mort le 16 août 1977, mais même 37 ans après sa disparition, celui qu'on surnomme le King reste une légende. Pour entretenir cette légende, une exposition vient d'ouvrir à l'O2 Arena à Londres. Elle durera jusqu'au 31 août 2015. Les initiateurs disent que c'est la plus importante jamais consacrée à Elvis en Europe. Plus de 300 objets sont ainsi présentés en provenance essentiellement du manoir de Graceland à Memphis, dans le Tennessee, là où vivait l'artiste. Dans l'exposition qui se tient de Londres, les visiteurs peuvent admirer des costumes, des voitures, des instruments de musique ayant appartenu à Elvis. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Il est du devoir des responsables libanais de faire le nécessaire pour que cette région reste inébranlable. Une déclaration signée Amin Jmaïel lors de sa tournée au Liban Sud. La visite du leader du parti Kateb est une première depuis 1983. Walid Jumblat reçoit à Murtala une délégation des familles des militaires enlevés en présence de Wael Boufaour. 25 soldats et agents des FSI sont aux mains du Front al-Nosra et du groupe État islamique depuis le mois d'août. Opération séduction réussie pour Tamam Salam à Paris. Le Premier ministre libanais dresse un bilan positif des 3 dossiers abordés, l'aide militaire franco-saoudienne, l'afflux de réfugiés syriens et la vacance présidentielle. Et puis en Irak, des millions de pèlerins chiites à Kerbala pour marquer l'une des plus importantes commémorations de leur calendrier religieux. Un important dispositif de sécurité a été mis en place en raison de la menace djihadiste. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم.